Himura ne malonya wok mutumu yo. Hababazon. Je suis un soldat avec un message de Dieu. C'est nécessaire que mon message passe. Que bien walk pendant des siècles. Des centaines de milliers de blacks furent déportés, vendus au nouveau monde. Combien de morts, combien de vendus? Chut, silence, l'Occident nie l'évidence. Molawak, le peuple juif fut réparé par les nazis. Et pour l'Afrique, deux poids, deux mesures. Nous sommes les sous-hommes, disent-ils. Oubliez l'histoire, ce sont des moins que rien. Des esclaves, le monde a guidé, éduqué et enseigné les hommes. Juifs, grecs, blancs, tous autant qu'ils sont. Je suis la source des connaissances scientifiques, historiques et philosophiques. Molawak, bien Bewak, moi je n'impose rien, je vérifie. Ce que le fond négo-pharaonique introduit l'essentiel pour la civilisation des hommes. Ya, Abordant, l'Occident est l'accident de notre histoire. Sankara, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Bayama Djamate, Madama Yemine Nyawe Mfua. Manzama Mazuma Dumeze no Congo. Eyo Tashi Huyana Yama. Moyon Makamayi Ezeno Gabon. Mazama Eyo Tashi Huyana Yama. Martin Cobb, les Africains sont absents, des messies venus de l'Occident, se partagent aux Zamboga, diffusés et imposés. La civilisation naît alors des fantaisies, la chasse au trésor. Depuis lors, forêt, diamants, pétrole sont pillés. L'Afrique est vidée, volée au boulaguer. Le roi est mort, mais vive le roi. On flotte et l'armorion, ils sont car les Africains sont des enfants, ils sont incapables de s'assumer, de se prendre en charge. Faut qu'ils soient libres, Philippe, mais pas autonomes. On peut leur vendre les capitaux, les machines, le savoir, les armes, les déchets et même les virus. C'est boulot, boulot. Betarabanan, Bobadan, et Saddam, sont en homologue. Le but de l'homme blanc, frère, et d'arriver en se couvrant du manteau de la science, à faire gronder qui n'ont jamais été responsables pour quoi que soit de valeur dans ce monde. De ce fait précis, je constate que l'histoire est falsifiée. Moi, j'en ai mis les gens ou un fou. Moyon Mado, d'abord Bako en Afrique. Et yo, Tachi, ou Yanayama. Makoba, hayo ekame zeno Gabon. Mazane yo tashi uyane yama. Anamin kurumya dunga Guinea ya Cameroon. Yo tashi uyane yama. Hey, mababa makamazam Afrika yo Zamboga. Mazane yo tashi uyane yama. Come on,
Chers compatriotes, au moment où nous nous apprêtons à prendre l'avion en ce 31 août, ce samedi 31 août 2024, en partance pour les États-Unis, où nous devions déjà nous rendre pour attendre le résultat du recours que nous avons soumis à la Cour constitutionnelle, nous avons reçu à l'instant même le rapport qu'a soumis au gouvernement et au général Oligui la ministre de la Réforme des institutions, Madame Muriel Inkwe. Il est important que vous écoutiez attentivement ce que je vais vous dire. Beaucoup de Gabonais se sont posé des questions quant à pourquoi des gens comme nous pouvions nous lever un beau matin pour dire qu'il fallait voter non au référendum. Beaucoup ont attribué à beaucoup d'entre nous des intentions de légèreté, parce qu'ils nous ont dit qu'en réalité, ne sachant pas encore ce qui allait ressortir des travaux qui étaient en cours par les comités qui ont été mis en place pour justement produire ce projet-là, on nous avait plus ou moins dit qu'on n'avait pas encore le droit de nous exprimer là-dessus. Mais voyez-vous, la réalité et la vérité étaient déjà là. Toutes les rumeurs qui ont couru sur les intentions autocratiques de ce régime de transition, ces rumeurs étaient vraies. Le rapport qui vient de tomber contient des choses pour lesquelles les Gabonais qui ressentent leur pays, qui ont l'amour de leur pays, devraient s'offusquer. Il n'y a rien là-dedans qui soit bon pour le peuple gabonais. C'est donc en réaction rapide que je vous parle aujourd'hui, une réaction à chaud. Je vous parle non seulement en tant que citoyen gabonais, préoccupé par l'avenir de notre pays, je vous parle aussi en tant que candidat déclaré à la présidence de la République, parce que tout ce qui est en projet là touche à la viabilité du Gabon de demain, tel que nous le concevons, ce pays-là, ce nouveau pays que nous voulons reconstruire en ce moment que nous nous appelons l'année zéro de la politique gabonaise. Nous n'avons pas droit à l'erreur, chers compatriotes. Mais si certains d'entre vous se posaient des questions déjà sur le bien fondé du non, vous en avez désormais la preuve. Parce que ce projet, même s'il sera encore discuté avant la version finale, l'intention d'autocratisation du système politique national gabonais est là. Les éléments d'hyper-présidentialisation du système politique gabonais, ils sont là. Nous dirons déjà pour commencer, qu'en fait, rien n'a changé, mais en réalité, tout a empiré. On ne trouvera là rien qui soit positif. Je dis bien positif en ce qui concerne les fondamentaux. Parce que les éléments cosmétiques, on peut en débattre. Mais les fondamentaux relèvent de ce qu'on appelle les intangibles, les éléments qui techniquement devraient faire l'objet de consensus national, parce qu'il ne s'agit pas de créer un Gabon partisan, un Gabon pour certains. Il s'agit de créer le Gabon de nous tous. Ce Gabon-là doit relever d'un consensus absolu. Et nous avions déjà en place certaines traditions. La conférence nationale de 90 a accouché de la Constitution de 91 sur la base d'un consensus. Il n'y a pas eu beaucoup de Gabonais pour s'opposer à la Constitution de 91.
Parce qu'on y retrouvait en réalité les éléments qui tranchaient d'avec l'ancien régime. Et c'est de cela qu'il s'agit. Quand on fait une réforme, c'est pour dire que ce qui était là était mauvais. On doit donc l'améliorer. C'est ça le sens de la réforme. Quand on fait un coup d'État, c'est pour nous dire on fait un coup d'État parce que le régime qui était là était mauvais et on veut non seulement améliorer, mais en réalité innover dans le sens démocratisant que les Gabonais attendent. Chers compatriotes, le choc est grand, l'émotion est grande aussi. Chacun d'entre vous devrait ressentir le Gabon tel que je le ressens. Je ne suis pas un extraterrestre, mais je suis un légaliste. Tout ce que doit faire l'État, tout ce que fait l'État doit reposer sur des critères de droit. Mais les critères de droit, ce n'est pas des choses qu'on balance dans tous les sens. Les critères de droit reposent sur ce qu'on appelle les droits humains. C'est la base de tout. Quand on parle de droits universels, et vous voyez dans toutes les constitutions du monde, on les met dans le préambule. Parce que le préambule, c'est cette introduction, mais qui déjà insémine le reste des lois, le reste de la Constitution. Et ces droits fondamentaux, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, la liberté de circuler. Mais dans la liberté d'expression, vous trouvez les fondamentaux qui vous permettent en réalité d'avoir la capacité de choisir vos dirigeants. Je dis bien choisir vos dirigeants. La liberté d'expression, ce n'est pas juste la presse, c'est la capacité de dire j'ai le droit de vote et j'ai le droit de dire non, en connaissance de cause, comme un citoyen éduqué. Mais regardez vous-même, chers compatriotes, le projet qui a été soumis, et là je dis c'est une réaction à chaud, il faut en tenir compte, mais on va revenir là-dessus de manière beaucoup plus complète. Nous nous apprêtons à voyager ce soir pour revenir peut-être la semaine prochaine. Nous attendons que la Cour constitutionnelle nous convoque sur les éléments les plus fondamentaux qui nous ont amenés au Gabon, c'est-à-dire la remise en cause de la désignation du général Oligui en tant que président de la transition. Nous pensons que cela n'a pas été fait en conformité avec la charte. L'article 35, l'article 38, tous ces éléments-là participent de ce qu'on va appeler la mise en place d'un canevas par lequel chacun d'entre nous se doit de se reconnaître dans, on va appeler ça, l'arsenal juridique de ce pays-là. Qu'il s'agisse de la transition, la loi, c'est la loi. Et qu'il s'agisse de réformer notre pays, nous voulons de lois qui permettent aux citoyens l'amplitude de son expression politique. Mais ce qu'on nous propose là ne permet pas l'amplitude de votre expression politique. Et ça nous justifie dans notre démarche visant à dire aux Gabonais, il faut rejeter, je dis bien rejeter, ce projet de constitution. Voilà quelques éléments que nous avons identifiés, dont je vais vous parler. Le projet entérine ce que nous craignions déjà quand nous vous disions que le dialogue national avait été formaté, organisé uniquement pour préparer le pouvoir d'un homme. Vous avez eu un dialogue à la mesure, je dis bien à la mesure de l'incapacité du général Oligui de se soumettre aux injonctions de la volonté démocratique du peuple gabonais. Quelqu'un qui triche dès le départ, qui fausse les règles du jeu dès le départ, triche. Quand vous faites un coup d'État, vous êtes nécessairement populaire. Mais quand vous essayez de forcer les choses, corser les choses, dans le sens de vous assurer la continuité du pouvoir, vous êtes en train de tricher parce que vous avez organisé un dialogue, non pas pour en réalité introniser l'état de droit, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de vous. Ce que vous avez intronisé, c'est le pouvoir d'un homme sur tout un peuple. Et le dialogue, dans sa configuration, était orienté vers ça. Le général voulait le pouvoir absolu. Les hommes et les femmes qu'il a nommés, non seulement à son assemblée des nommés, à son gouvernement, se sont activés simplement à aller entériner ce désir.
Soyons clairs, chers compatriotes, soyons clairs. Ne biaisons pas. Les résultats, si c'est ça, les résultats du dialogue national, ça veut dire que nous avons vendu notre pays. Nous avons vendu notre pays. Comme premier élément de contention par lequel nous nous opposons déjà au principe de ce qui a été proposé, chers compatriotes. On nous propose un exécutif monocéphale. Ça veut donc dire la suppression du poste de Premier ministre qu'on remplace par une structure à Batardi, un vice-président, qui n'est même pas dans le sens américain où on dit si le président meurt ou quelque chose arrive, le vice-président le remplace. Ce n'est même pas ça. Encore que ce système, je ne le veux pas. Moi, je ne le veux pas parce que nous voulons absolument d'un système parlementaire où le Parlement joue son rôle, joue le contre-pouvoir avec un Premier ministre puissant, pour qu'il y ait un vrai débat au sein de l'exécutif, qu'on ait même la possibilité d'une cohabitation politique quand les deux ne sont pas du même parti. Voilà les réalités, mes chers compatriotes, les réalités. Mais nous pondre cela à cette époque où la plupart des pays au monde, la plupart des peuples entérinent le besoin d'avoir un contre-pouvoir au sein même de l'exécutif, je dis bien au sein même de l'exécutif, quand vous avez un président de la République. Même si au Gabon, ça n'a pas été efficace parce que la plupart des premiers ministres étaient des légumes politiques. Mais dans les anciennes constitutions, celles de 91 et ainsi de suite, les premiers ministres avaient leur place. Ils pouvaient résister au tard d'un président ayant des velléités de compromission de la destinée nationale. Le premier ministre gabonais, sous les anciennes constitutions, avait ce pouvoir. Seulement, beaucoup ont abdiqué. Parce que ce qui comptait chez ces gens, c'était la mangeoire. La mangeoire. La règle de la mangeoire faisait que les cerveaux étaient eux-mêmes mangés. Et on aboutissait à des ministres légumes, des premiers ministres légumes, un peu comme en ce moment, en ce temps de transition. On vous a constitué une assemblée de nommés qui sont tous des députés légumes, des sénateurs légumes, gouvernement légumes. Qu'un président autocrate peut manipuler à sa guise en marchandant les salaires. Des gens qui vendent leur pays pour des salaires de 1 million de francs CFA. Ceux qui n'ont jamais touché de tels salaires veulent la continuité d'un régime qui montre déjà la couleur. Non, chers compatriotes, nous ne devons pas accepter cette réalité. Il faut absolument s'y opposer. Donc, ce premier critère, pour les gens qui se demandaient qu'est-ce qu'on va voter au référendum, si, c'est ce qu'ils retiennent. Mais chers compatriotes, vous avez déjà là une raison de voter. Non, nous ne voulons pas d'un système monocéphale. Nous ne voulons pas d'un système hyper présidentialisé où, en fait, c'est le président qui règle, qui fait la loi et le beau temps. C'est un président monarque qu'on nous propose. Et il jouira de la plus grande impunité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez reproché au Bongo ce qu'ils étaient, l'impunité sera 10 fois plus grande sous le régime qu'on vous propose. Et si c'est le général Oligui qui se maintient, vous aurez non seulement un régime autocratique, mais aussi un régime militaire. Ces deux choses-là sont dangereuses. On ne peut pas s'en accommoder. Deuxième critère qui devrait faire l'objet de votre position au projet qui sera proposé, c'est la conservation du pouvoir de résolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Nous, à Paris, lors de nos assises, du 25 mai au 1er juin de cette année, nous avons expressément proposé qu'en réalité, on enlève au président de la République ce pouvoir de dissolution. Et qu'on transfère plutôt à l'Assemblée nationale le pouvoir de destitution du président. Parce qu'en réalité, c'est la seule manière d'assurer qu'un président roi ne puisse pas éclore de notre système politique. Un système beaucoup plus parlementarisé serait le meilleur pour notre pays, surtout après le traumatisme quinquagénaire que nous avons vécu, 56 ans d'une hyper-présidence qui, en fait, explique aujourd'hui, quand vous vous plaignez, oh, les routes ne sont pas mauvaises, l'électricité, tout ça. Mais c'est cela le résultat de l'hyper-présidence. Vous voulez doubler, tripler les pouvoirs
de nuisance d'un président. Mais c'est un suicide collectif. Ça ne se fait pas. Les peuples dignes ne s'attachent pas la corde au cou. Chers compatriotes, un coup d'État ne justifie pas tous les excès. Un coup d'État ne justifie pas qu'on se donne un monarque, qu'on se crée une république monarchique. Ça, c'est antinomique. Tous les peuples du monde tendent vers la démocratisation, c'est-à-dire la réduction des pouvoirs du président. C'est une tendance qui est là depuis le XVIIIe siècle. On peut même aller au XVIIe siècle avec les Anglais, la Magna Carta et tout le reste. La Révolution anglaise, ils étaient les premiers. Mais alors, troisième critère, le président demeure toujours partie prenante du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire qu'il va continuer à présider et aussi à nommer, dénommer, et faire en réalité que nous soyons toujours dans un système où le système judiciaire lui-même est soumis au pouvoir du président de la République. À Paris, nous avions proposé que l'on détache le président du corps judiciaire, qu'il ne préside plus à rien, que même à l'intérieur, on élabore un système de vote où les responsables de n'importe quelle cour sont élus par leur père. On établirait des collèges électoraux à l'intérieur de ces corps pour qu'en fait eux-mêmes reconnaissent les compétences de leurs propres collègues, les élisent là où il faut les élire, et que le président de la République n'ait plus rien à voir avec ça. Je reviendrai de manière plus détaillée sur la totalité du document. Là, je réagis à chaud au moment où je m'apprête à prendre l'avion dans quelques heures seulement pour me rendre aux États-Unis, où je vais aller pour quelques jours et revenir dès lors que j'aurai reçu la convocation de la Cour constitutionnelle sur le recours que nous avons soumis. Je serai de nouveau là, peut-être la semaine prochaine, si c'est la semaine prochaine, je reviens rapidement. Mais il faut réagir, nous ne pouvons plus attendre. Il y a des discussions qui vont encore se mener, mais la couleur est déjà démontrée. Ce n'est plus des rumeurs. On vous a menti pour dire « Oh, attendez, attendez ». Et c'est comme ça que ces régimes bongoisés là agissent. On vous prend toujours de court. On vous dit d'attendre, et pendant que vous attendez, ils créent l'agenda et vous prennent toujours de court. Vous n'êtes pas prêts, mais eux, ils sont prêts. À Libreville, il n'y a pas une rue où j'ai circulé, où je n'ai pas vu des affiches enjoignant les Gabonais à voter oui à un référendum dont on n'avait pas encore le contenu. Mais ils vous diront à ceux qui votent, qui disent votez non, mais vous ne pouvez pas le faire parce qu'il n'y a pas de contenu. Et pourtant, ils sont déjà en campagne. Il n'y a pas, je dis bien, il n'y a pas une rue de Libreville aujourd'hui, où il n'y a pas une affiche qui dit votez oui, votez oui, votez oui. Et à côté, vous voyez la photo du général. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Ça, c'est la malédiction, la condamnation d'un peuple à la mort. Sauf qu'on vous demande de vous faire harakiri, c'est-à-dire que vous devez vous immoler. Mais pas à l'autel de la nation, à l'autel d'un seul homme, qui a décidé que vous devenez des sujets. On vous bricolera un bout de rue avec du béton, mais vous allez vous dire, oh, il fait bien. Alors que cette rue en béton est déjà l'indication de l'insulte nationale qu'on vous fait. La norme, ce n'est pas les rues en béton. Regardez le monde entier. Ça veut dire des rues au rabais, qui dans un an ou deux devront être refaites. Sauf que quand vous faites dans le provisoire, vous perdez doublement l'argent. Nous, on n'a pas d'argent à perdre. L'électricité a besoin de financement. Quand on fait des rues au rabais, c'est des pertes pour rien. Mais pour vous, oh, on a fait. Alors que c'est de l'enfumage. Ne cédons pas à cette facilité, mes chers compatriotes. Soyons plus complexes que ça. Soyons plus complexes. Vous êtes des êtres humains. Dieu vous a donné un cerveau. Vous voyez, Dieu parfois vous dit, vous mangerez à la sueur de votre front. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette idée. Ceux qui vont à l'église s'agenouiller là, si Dieu vient dans cette église, il vous dira, foutez le camp d'ici. Parce qu'il dit, je vous ai donné des choses extraordinaires. 2 pieds, 2 mains. Vous êtes les seules créatures qui peuvent utiliser leurs mains pour créer des outils, manipuler leur environnement.
Il n'y a aucun autre animal n'a cette capacité. C'est l'homme. Les deux mains, là, vous voyez, leur agilité. Vous avez des chimpanzés, des gorilles, ils ont des mains similaires aux nôtres, mais ils n'ont pas l'agilité. Nous, on peut fabriquer des outils pour nous aider. Vous mangerez à la sueur de votre front. Vous croyez que ce n'est pas juste une question de nourriture. Dieu nous donne la capacité de décider. Il a fait de nous des petits dieux. Nous avons le pouvoir de maîtriser et de changer notre destinée. Mais pour le faire, l'outil principal est là-dedans, le cerveau. Le cerveau. Et c'est ce cerveau qui devrait vous faire dire que quand on vous propose des choses comme celle-là, il faut les refuser. Il faut les refuser. Quatrième élément, mandat de 7 ans. Et non seulement on vous propose un mandat de 7 ans, mais on vous dit, on va mettre dans la Constitution des principes d'intangibilité, ou je ne sais pas ce qu'ils ont dit là, qui disent que vous ne pourrez pas modifier ça. Ça veut dire qu'on vous condamne à la gangrène politique, alors que les mandats vont vers la réduction. Il y a des pays comme, je crois, le Ghana, qui ont des mandats de 4 ans. En Afrique de l'Ouest, là, il y en a un au moins qui a un mandat de 4 ans là-bas. Je ne sais pas, il faudra vérifier si c'est le Ghana ou... Voilà. Même les Français, qui nous avaient donné ce système à Batardi de 7 ans, en ont eu marre. Mitterrand était le seul président français, je dis bien le seul président dans toute l'histoire de France à avoir fait 2 mandats consécutifs de 7 ans. Même les Français n'ont jamais vécu ça en dehors de Mitterrand. Et dès qu'ils ont vu que Mitterrand avait vieilli dans ce mandat et que le système était tout simplement devenu immobile, 14 ans, c'est long. Ils s'en sont débarrassés. Ils ont imité les Américains. Ils sont maintenant à un mandat de 5 ans. C'est parce qu'en réalité, après 5 ans, l'inspiration s'en va. Vous n'avez plus grand-chose à offrir. On vous a dit pour un 2e mandat, bon, vous allez faire quelques trucs, mais en réalité, on doit déjà vous remplacer. Mais là, on vous dit de souffrir sous un régime pendant 14 ans. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui pratiquent le mandat de 14 ans. Nous avons fait l'enquête. La majorité a abandonné cela. Mais nous, au Gabon, on revient au Moyen-Âge. Donc, je dis à ceux qui se posent des questions, il faut voter comment? Rien que cette histoire de mandat de 7 ans, si c'est ça qui vous rébute, il faut voter non. Nous reviendrons parce que nous avons ici une plateforme que nous sommes en train de mettre en place avec nos collègues gabonais du terrain. Le président Marc Ulrich Malekou, le président Mwang Bading, la société civile restée crédible. On va travailler. Nous allons être très fréquents ici. Ne croyez pas, quand je dis je repars aux États-Unis, ce n'est pas pour aller m'y éterniser. C'est-à-dire que nous avons la capacité de venir tout le temps, nous déplacer quand le besoin se trouve. Nous viendrons faire campagne de terrain pour dire non. Ne validons pas cette aberration. Parce que cette idée de ne pas être capable de réviser une constitution sur des mandats comme cela, elle est inacceptable. En réalité, s'il y avait une chose sur laquelle nous devions nous accorder, c'est plutôt nous dire, créons un mandat de 5 ans que personne ne peut plus violer. Parce que celui-là, il est beaucoup plus cohérent. 10 ans de pouvoir maximum. C'est vers ça que tend le monde. Il y a des pays même qui choisissent l'autre option. Ils se disent, bon, comme un mandat de 5 ans ou 4 ans est peut-être court, on va juste faire un mandat unique de 7 ans. Vous voyez, ça, c'est des choses acceptables parce qu'un mandat unique de 7 ans, vous faites votre temps, vous partez. On peut s'accorder sur des choses comme ça qui sont des accommodations où quelqu'un peut bien raisonner pour dire, bon, peut-être que 5 ans, on n'a pas le temps de tout faire. Il y a des pays qui ont adopté cela. Il y a un moment où Haïti, je crois, avait même adopté cela parce qu'eux, ils ont vu que la propension au coup d'État était telle qu'il fallait peut-être limiter la capacité d'un homme à se maintenir au pouvoir par les arbitraires. Ça, ce sont des réalités, mes chers compatriotes. Soyons lucides. Et puis, nous savons déjà qu'il y a eu une sorte de décret par lequel on vous a dit que ce sera désormais le ministre de l'Intérieur qui va organiser les élections. Rien que ce critère aussi. Parce que, voyez-vous, il y a une réalité à la politique qu'il faut comprendre. Il y a le dicton selon lequel on n'organise pas des élections pour les perdre. Mais je puis vous dire que la chose qui
vérifie ce dicton, scientifise ce dicton, le mathématise. C'est la question de qui organise l'élection et qui en a le monopole. Un exemple est simple. Nous pouvons avoir la meilleure constitution au monde qui garantit tout. C'est-à-dire, elle est ficelée de telle sorte que vous n'avez même pas une virgule à changer. Mais vous dites que pour aller à l'élection avec cette constitution, c'est le ministre de l'Intérieur d'un régime politique aux tendances autocratiques qui organise l'élection. Mais vous avez déjà connu ça sous Ali Bongo. On vous fabrique des résultats. En 2016, le régime Bongo vous a fabriqué un résultat. En 2023, on a privé Ondossa d'une victoire en fabriquant sous vos yeux un résultat. Mais imaginez qu'à cette époque, on parlait encore de commission indépendante. Mais là, vous donnez le pouvoir au Premier ministre de simplement faire tenir une élection et puis il s'assoit dans son bureau, il écrit les chiffres qu'il veut. Et pourtant, vous avez une constitution la meilleure au monde. Mais comme l'élection est contrôlée par le ministre de l'Intérieur, il peut continuer à simplement faire comme les Bongo faisaient avant. Et vous nous dites que vous allez laisser ça, cette réalité-là, en place. Alors que la tendance, c'est d'améliorer. On avait l'idée d'une commission indépendante avant, mais la meilleure manière d'arranger, c'est en fait d'organiser la véritable indépendance. Et cette véritable indépendance vient simplement du fait qu'on peut couper le cordon ombilical entre le gouvernement et la commission. Ça veut donc dire que dès qu'on nomme les commissionnaires, là, les chefs, on ne peut plus les enlever. Ils doivent avoir l'indépendance de décision, mais aussi l'indépendance salariale. Et qu'une fois nommés, personne ne peut plus les enlever. C'est les principes, en fait, qui, par exemple, sont assez avérés aux États-Unis. Là-bas, le ministère de la Justice est indépendant du gouvernement. Dès que le président nomme son ministre de la Justice, il devient indépendant parce que sous le ministère de la Justice, il y a un FBI qui est la police des polices aux États-Unis qui a besoin d'indépendance parce qu'eux, ils ont le droit d'arrêter les ministres, les présidents, n'importe qui. Le cordon doit être coupé. C'est comme les juges constitutionnels aux États-Unis. Une fois nommé par le président n'a que l'autorité de nomination, mais pas d'influence. Une fois nommé, c'est fini, le cordon est coupé. Donc, ces gens-là, ils savent que, bon, je peux dire le droit, je peux donner les vrais résultats parce que je ne dépends de personne. Personne ne va m'enlever, la loi me protège. Donc, il peut servir l'État. Mais là, on vous dit que, ouais, il faut faire confiance à un ministre de l'Intérieur qui en plus est un soldat avec des... enfin, relève d'un régime de soldats, je veux dire, un régime militaire. Mais on vous demande de leur faire confiance, qu'ils vont gentiment comme ça dire que on va organiser des élections justes, alors que vous avez déjà en filigrane le fait que les gros projets du régime actuel ont déjà outrepassé la limite de 2 ans de la transition. Lui-même, dans le discours qu'il a fait l'autre jour pour l'anniversaire, il vous a dit quoi? Il parle de 2030. 2030, il faut faire le calcul. Si on arrive en 2025, on fait une élection. Vous ajoutez 5 ans et vous êtes en 2030. Mais quand on fait un projet qui outrepasse le mandat même de la transition, c'est qu'on estime qu'on sera encore là pour finaliser ce projet. Une manière de vous dire que l'élection qui arrive est déjà bâclée, pipée. Et pourtant, nous vous disons depuis le départ, la transition est déjà hors sujet de son mandat. Le mandat d'une transition politique, militaire, j'en sais rien. C'est généralement 2 choses. Organiser les réformes. Et dans ce cas-ci, les Gabonais attendaient des réformes démocratisantes. Et ensuite, organiser les élections qui découlent de ces réformes. Ça, c'est les 2 choses. On peut y ajouter une 3e, qui est que oui, vous êtes au pouvoir, vous palliez aux urgences. En ce moment au Gabon, c'est des coupures d'électricité à n'en plus finir. Chaque jour, vous en avez plusieurs. Chaque jour, des coupures d'eau. Ça, ce sont les urgences qu'une transition peut traiter. Mais allez nous parler de Libreville 2, Aéroport 2, enfin, toutes ces choses
qui sont en fait des gaspillages d'argent parce qu'une manière même d'empiéter sur le mandat du prochain président. Parce que, voyez-vous, il y a des projets loufoques qui sont inventés chaque jour ici, aujourd'hui au Gabon, que moi je vois, qui ne sont pas la priorité d'un nouveau régime ou d'un nouveau gouvernement démocratique. Si moi je suis élu président, croyez-vous que ma priorité, ce sera Libreville 2 ou un nouvel aéroport? Il y a des choses basiques dont ce pays a besoin, mais ce n'est pas de celles. Mais quand, en tant que candidat à la présidence de la République, que je suis déjà, je n'admets pas qu'un soldat de la transition m'impose son agenda. Si je suis élu demain, ce sera parce que je vous aurai proposé ma vision, par mon projet de société, par lequel je peux même effacer tout ce qu'il a fait. Mais vous voyez, si j'efface, il aura perdu l'argent du Gabon pour rien. Voilà pourquoi on dit qu'il ne faut pas outrepasser le mandat de la transition. Vous ne pouvez pas forcer votre non-vision, j'appelle ça non-vision. Parce que quand vos projets sont basés sur de l'enfumage, ce n'est pas une vision. Une vision, c'est quelque chose d'articulé, de cohérent, qui participe d'un tout, un peu comme le corps humain. Vous analysez votre pays. Et vous vous dites, pour arriver à tel résultat de dignification du peuple gabonais, on commence par là. Nous avons des projets pour faire du Gabon en 5 ans. C'est que les Bongos n'ont pas pu faire du Gabon en 56 ans. Parce que l'argent est là. Mais les mécanismes de corruption qui ont fait que les Bongos ne réussissent pas sont omniprésents aujourd'hui. Nous avons une continuité. Les mêmes qui ont nu au pays ont été reconduits au pouvoir. Le PDG est toujours au pouvoir. Les Bongos sont toujours au pouvoir. Le CETRI devient presque une coquille vide dans ce contexte-là, parce que le CETRI, oui, c'est les soldats, mais ils fonctionnent avec qui? Les anciens qui ont déjà détruit le Gabon. Et pourtant, la démocratie demande la purge. La purge n'est pas anachronique. Quand on gagne, par exemple, une élection, vous changez les hommes qui étaient là avant vous. En démocratie, c'est ce qui se passe aux États-Unis, en France. Et donc, même un coup d'État fait la même chose. Vous voulez du neuf, vous enlevez ceux qui étaient là. Vous leur dites, écoutez, vous avez fait votre temps, vous avez eu le temps de nous montrer ce que vous êtes capable de faire, vous avez échoué, mettez-vous à la retraite, ou du moins, allez vous reconstituer et revenez essayer de conquérir le pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Mais on vous dit donc, on veut l'unité. Mais l'unité, ce n'est pas de ramener les criminels, les malfrats au pouvoir, qui ont déjà nuit au pays, non. L'unité, c'est en fait une question de vision pour son pays. Est-ce qu'on a des politiques qui font la discrimination ou pas? Vous voyez, l'unité, c'est ça. Donc, chers compatriotes, nous prenons l'avion aujourd'hui pour repartir aux États-Unis, attendre le recours, qu'on nous rappelle pour le recours. Nous reviendrons donc. Si c'est la semaine prochaine, on sera là. Si c'est dans 2 semaines, on sera là. Mais je voulais vous laisser avec ces idées, que désormais, les camps sont clairement définis. Il y a le camp du oui, qui veut dire la mort du Gabon, le suicide collectif. Il y a le camp du non, qui dit recommençons à zéro. Repartons à zéro, recréons, réimaginons l'année zéro de la politique gabonaise telle qu'elle devrait être imaginée. Si nous manquons à cet impératif, à cet appel de la décence collective, et nous suivons les appels de la mangeoire, que nous cédons à cette mythomanie, cette mégalomanie, ce populisme qui vous invite au suicide collectif, nous aurons perdu notre Gabon. Soyons vigilants. Et surtout, ne laissons pas les agents du mal pervertir notre jeune République. Le Gabon peut être changé en 5 ans. Les problèmes d'électricité que vous avez là, si vous enlevez toute la corruption qui tue notre pays, vous pouvez avoir l'électricité dans 3 mois. Parce que l'électricité, ce n'est pas sorcier. Ce sont les machines qui produisent l'électricité. Il suffit d'acheter les machines. Mais ils n'ont pas l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est quand on va aux États-Unis, on distribue $400 aux gens qui viennent au meeting. Quand on va en France, on organise des kermesses. On voit de vieux politiciens. On dit il faut les corrompre. On donne 7,5 milliards à de vieux politiciens.
Alors que la dette de la SEG, c'est 15 milliards. Rien que ça résout la moitié de la dette. Mais on vous dit, ouais, nous sommes dans l'essor vers la félicité. Non, chers compatriotes. Nous sommes dans l'essor vers la mort du Gabon. C'est maintenant que nous ferons le Gabon de demain. Je vous remercie. Vive le Gabon, vive la République.